Huwag yung mga ya. Vocês querem que nós cante falando na inflação, no desemprego, a diferença que tem o pobre e o rico, a mulher bonita, a mulher feia, ou querem que eu cante um desafio de meia hora lascando ele e a mundiça dele? Comment est né ce projet, justement, Alors, parce que bon, il y a, alors bon, pour répondre à l'année, ça a été tourné fin 99, en 99, donc il y a déjà pas mal de temps. L'idée du projet, comme ça va rejoindre les deux choses. Le travail qu'ont fait César et moi depuis des années, à la fin des années 80, qui n'a pas commencé au Brésil mais qui a commencé à Madagascar, c'est sur toute la richesse de l'oralité. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est comment transmettre au cinéma les cultures qui passent oralement de génération en génération sans jamais passer par l'écrit. Donc on a fait un film à Madagascar sur les contes, après on a fait d'autres choses ailleurs sur des recettes de cuisine, enfin des choses qui ne passent jamais par l'écrit. L'idée de ce film est née d'un double désir, c'est que dans notre deuxième film, on avait été dans le Nord-Est, et très peu de choses étaient restées dans ce film-là qui s'appelait Au guerrier du silence, sur les joutes musicales nordestines qu'on avait découvertes à l'époque. Mais je sais que chaque fois qu'on rencontrait des poètes, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, à chaque fois les vieux disaient « Ah, mais quand j'étais à São Paulo, il suffisait de m'arrêter 5 minutes et je faisais des milliers de réals. » Et les jeunes disaient toujours « Moi, un jour, j'irai à São Paulo et je ferai fortune à São Paulo. » Et donc, quand l'idée de ce film est venue, parce qu'on voulait faire effectivement le portrait d'une grande ville au Brésil, et on voulait faire le portrait à travers donc une culture orale forte, et culture orale, culture en général d'ailleurs, même au Brésil, ça veut dire le Nord-Est, hein, parce que malgré tout, même tous les cinéastes brésiliens aujourd'hui, la source principale d'inspiration est la culture nordestine. Donc on s'est dit, on va aller vérifier, voir si vraiment il y a des poètes improvisateurs de joutes, de repentistes, de joutes orales du Nord-Est à São Paulo. São Paulo, il faut préciser, j'aurais peut-être dû le dire au début du film, c'est parfois à 3000, 4000, 5000 km du Nord-Est, donc c'est très très loin. C'est parfois plusieurs jours de voyage en bus pour un Nordestin. Quand ils arrivent épuisés à la gare routière, c'est vraiment plusieurs jours de voyage. Donc on est allé voir et on a découvert grâce à l'animateur de radio qu'il y a dans São Paulo même plus de 50 points de lieux où les poètes du Nord-Est se rencontrent à São Paulo. Ce sont parfois des endroits très difficiles à trouver, hein. Parfois c'est des petits troquets sous les viaducs, c'est des endroits comme ça un peu dans des quartiers où la bourgeoisie pauliste ne va pas forcément. Mais on a découvert un univers incroyable de poètes nordestins à São Paulo. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire ce film, c'est-à-dire raconter cette ville qui est probablement la plus obsédée par la modernité de toute l'Amérique latine. Je pense que São Paulo est probablement l'une des plus obsédées par ça. São Paulo est une ville où on croit vraiment que demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. Et raconter ça à travers la culture la plus ancienne du Brésil, puisque très probablement, alors je ne suis pas du tout moi ni ethnologue ni rien, je suis juste cinéaste, il semble que cette culture donc de la rime, des joutes rimées, improvisées, ça vient du Moyen-Âge, enfin c'est arrivé au Brésil avec les premières caravelles. La tradition orale brésilienne raconte qu'il y avait deux seuls livres dans les cales de ces navires qui sont arrivés au Brésil. C'était la Bible et la chanson de Roland. Alors c'est très intéressant parce que quand vous regardez la chanson de Roland, vous apercevez que c'est entièrement en rime. Toute la chanson de Roland est donc probablement aussi quelque chose de transcrit, hein,
Et c'est pour ça que dans le Nord-Est, quand vous allez dans le Nord-Est, il y a plein de petits garçons qui s'appellent Charlemagne. C'est très intéressant ça. Il y a beaucoup de Karlsruhe, il y a beaucoup de noms comme ça qui viennent directement. Alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Nord-Est est sans doute cette région où il y a le moins de gens alphabétisés. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire et écrire. Les poètes que nous avons filmés, en particulier ces femmes que vous avez remarquées, ne savent pas lire et écrire. Et ça, moi, ça a été un moment, enfin, je m'en souviens encore aujourd'hui d'une façon, c'est encore quelque chose qui me fait vraiment vibrer très fort. C'est que, bien sûr, comme j'étais aussi la productrice de ce film, à un moment donné, il fallait faire signer un papier pour dire, ben voilà, je suis d'accord pour vous céder les droits de la musique que vous enregistrez. Et en fait, quand je suis allée avec mon petit papier qui pourtant faisait que 2 pages, cette femme m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit là? Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Et là, je me suis rendu compte que c'était vrai, c'est-à-dire que cette culture extraordinaire de la joute, et c'est très sophistiqué, hein. C'est-à-dire que là, nous, on a montré 5-6 modalités dans le film. Ce qu'on appelle modalité, c'est des formes de rimes très précises, mais il y en a des vingtaines, enfin, je ne me souviens plus maintenant. Il y en a 40, vous avez écrit dans voilà, il y en a énormément. Et c'est c'est vraiment très sophistiqué, c'est-à-dire que parfois c'est des do, des cas-syllabes, il faut parfois que le premier vers rime avec le 3e, puis le 5e, puis le dernier reprend le premier, et, bon, c'est très... Et pourtant c'est des gens qui savent ni lire et ni écrire. Et c'est peut-être même pour ça, c'est-à-dire que cette culture, ça c'est une hypothèse, c'est que parce que ces gens ne savent pas lire, ils donnent une valeur déjà à la poésie orale, à la transmission de cette poésie, parce que quand vous êtes avec eux, c'est étonnant, ils se souviennent de vers qui ont été dits ou créés il y a des années, et puis qui vous le répètent comme ça, c'est absolument merveilleux. Et aussi, c'est ce qui fait que il y a un intérêt aussi des nordestins, parce que c'est quelque part, ce sont des chroniqueurs. Je suis sûre qu'aujourd'hui, si vous allez place à Dasser, on doit parler de Obama, on doit parler de Julie Gaillet, peut-être bien même. On parle de choses comme ça, totalement ancrées dans l'actualité. Et donc voilà, alors maintenant, par rapport aux femmes, donc vous avez... c'est vrai que bon, moi ça m'intéressait, parce que c'est plutôt un monde d'hommes, évidemment. Ça m'intéressait de voir s'il y avait des femmes qui savaient improviser. On a quand même rencontré les deux répétistes, parce qu'il y a plusieurs formes. Il y a soit avec la viole, donc cette guitare très particulière du Nord-Est, soit avec le tambourin. Il s'appelle Embolador. Embolador, voilà, donc, et nous, César et moi, on a toujours une affection particulière pour les emboladores, parce que ce sont en général ceux qui sont les plus irrévérencieux. Les emboladores sont rarement des gens, par exemple, que les politiciens achètent pendant les campagnes électorales parce qu'ils sont complètement incontrôlables. Ils peuvent faire des vers comme ça, même si vous le payez pour venir faire votre propagande, ils peuvent sortir un vers qui n'est absolument pas contrôlé. Donc nous, on avait vraiment envie de trouver surtout des emboladores. Et bon, il se trouve qu'on a filmé ces 2 femmes. Je sais que l'une des 2 n'est plus là maintenant. C'est 2 sœurs, c'est 2 sœurs en effet, et puis qui avaient un 3e parce qu'elles ne pouvaient pas forcément tenir, parce que c'est très fatigant. Faire des joutes improvisées comme ça, ça demande vraiment une concentration très forte. Et en général, au bout de 20 minutes, ils s'arrêtent, ils se reposent pendant 1 heure. Et bon, c'est quelque chose d'assez... en même temps, c'est effectivement, l'imbolade, ça se passe en général dans la rue, alors que les violets, ils sont plutôt dans les bistrots, ils sont dans les endroits fermés. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, il manque peut-être encore... C'était juste le truc de Coco, là, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et pour le foro avec les pieds, là, pied et la butte. Ah, le pied et la butte. Alors je sais qu'il y a une grande spécialiste dans la salle. On a voulu faire, avec le sous-titrage de ce film, quelque chose qu'en italien on dit traduttore, traduttore,
Hein, c'est-à-dire que bon, quand on traduit, on trahit forcément un petit peu la langue d'origine, et comme en plus les joutes musicales improvisées, ça va très très vite, c'est un rythme très vite, donc on ne peut pas tout mettre dans le sous-titre, mais on a essayé de faire deux choses. On a surtout essayé de garder le plaisir de la rime, parce que quelqu'un qui regarde une joute, ce qui donne du plaisir, c'est le fait qu'on raconte des choses finalement assez banales, mais en vers. Donc on a essayé de garder ça dans le sous-titrage, et comme ça va très très vite, on a parfois été obligé de ne traduire que 2 vers sur 4. Donc alors le pied de la butte, on a mis pied de la butte, mais c'est paix du foro, mais paix du foro, il y a un double sens là-dedans, c'est que le foro c'est donc cette danse qui vient, qui maintenant il y en a à Paris assez souvent, je vous invite tous à, il y en a assez souvent, il y a même un trio de foro parisiens. L'origine du mot foro a une mythologie que j'aime beaucoup, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On raconte que quand les Anglais sont allés construire le chemin de fer dans le nord du Brésil, à chaque fois qu'ils complétaient un tronçon, c'est-à-dire que chaque fois que les rails étaient finis sur un tronçon, ils faisaient un grand bal populaire, donc avec ce type de danse, et c'était écrit, paraît-il, sur les affiches « For all bodies ». Donc c'est ouvert à tous. Et donc ça a été transformé en foro bodo, puis foro. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ça nous plaisait bien comme et donc voilà, le foro c'est cette danse. Foro, Doupé, Serre. Bon, il y a, dans le nord-est, il y a souvent, on est au pied de la serre, c'est-à-dire de la chaîne montagneuse. Voilà, souvent les villages sont au pied des chaînes de montagne, c'est là qu'il y a de l'ombre. Voilà, je ne sais pas plus, c'est une expression qui s'utilise pour vraiment expliquer au fin fond de la brousse, quoi. Je pense. Hein. Le truc de coco, là. Imbolada de coco. Oui, allez-y. Imbolada de coco, c'est le nom de cette forme de joute. Alors, parce qu'il y a plusieurs... Là, on a par exemple Berama, il y a plusieurs ritournelles, si j'ose dire, qu'il faut reprendre et il faut faire des vers à l'intérieur de ça. Donc ça s'appelle Imbolada de coco. Coco, peut-être au début, on jouait ça avec des noix de coco, je ne sais pas. Maintenant, c'est avec des tambourins, mais voilà. Oui. Alors justement, Cécile Tricois qui a vécu au Brésil et puis qui va peut-être nous évoquer cette littérature populaire. Oui, ça marche. Oui, moi j'ai adoré le film. J'ai vraiment adoré le film. Je trouve que tout de suite, c'est-à-dire le transit avec la musique, tout de suite qui arrive. Et au fond, c'est des gens qui nous font aimer cette ville, parce qu'elle n'a aucun charme, hein, sinon, je peux vous dire. C'est une horreur. Et on l'aime, cette ville, on l'adore. Et je trouve que vous avez su aussi montrer la tendresse, la joie, la tendresse, parce que ces gens, quand on dit « saudade do futuro », c'est vrai, ils pensent tous à revenir, ils savent tous qu'ils ne reviendront pas, parce qu'il n'y a rien là-bas, il n'y a rien à faire, c'est tout. Mais ils ne se lassent pas de chanter cette « saudade do futuro ». C'est leur vie, c'est leur âme. Ils chantent leur âme. C'est des gens qui ont une âme et qui ne l'ont pas perdue en chemin. Et ça, je trouve que vous le rendez très très bien. Je trouve que, contrairement à ce qu'ils disent et aux préjugés, c'est pas une société où on est très divisé. Je trouve qu'il y a quand même un grand mélange à la fois raciale et de classe sociale, parce que je sais plein de gens de classe moyenne, disons, qui font des études, etc., et qui vont au foro et qui entretiennent ce lien social à travers la musique. Et puis la troisième chose, peut-être, c'est par rapport à la littérature de Cordel, c'est cette c'est cette source moyenâgeuse, effectivement, qui vient du Portugal, qui vient de l'Occitanie, etc., où on retrouve dans les thèmes Charlemagne et les 7 pairs de France,
on retrouve Jeanne d'Arc, et puis le Papa Mobile un peu plus récemment, enfin on retrouve tout. Et donc, vous avez pris pour l'affiche de votre film un dessin de littérature de Cordel qui est quand même très lié, et même si les gens étaient analphabètes, ils voyaient dans ces dessins des représentations qui étaient la racine de cet art, et les poètes étaient édités dans ces livrets tous, qui étaient en fait, je vais vous les séparer parce que vous savez mieux que moi, qui étaient distribués dans les foires, dans les marchés. Donc il y a cette part de poésie qui est très ancienne, et je trouve ça très émouvant de la voir chanter dans une rue de Saint-Paul. Voilà. Je vous remercie. Merci Cécile. Bon, je précise que Cécile Tricot a vécu plusieurs années au Brésil, et qu'elle anime aussi un atelier d'écriture qui s'appelle la Maison de Tot. Mais pas en portugais. Pas en portugais, en français bien évidemment, mais je vais le souligner. Elle est aussi membre du conseil d'administration de notre association. Et elle a traduit du portugais au français plusieurs livres. Donc je voulais le souligner. Je voulais le remercier pour cette précision sur la littérature Cordel, effectivement. Alors, c'est une littérature populaire, donc ça s'inscrit dans cette culture orale, cette façon que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, alors merci d'avoir rappelé l'histoire de l'affiche. Ce qui est intéressant dans l'oralité, c'est que c'est quelque chose de toujours en mouvement. C'est-à-dire, tout à l'heure je disais que vous parliez de Papa Mobile, c'est toujours dans l'actualité, c'est toujours en train de se faire. Et donc l'affiche, nous on savait, bien sûr, on savait qu'on voulait faire une affiche avec de la gravure sur bois, de la xylogravure. Et donc ils sont quelques-uns à en faire encore. Et donc on a pris contact avec Jota Borges, qui habite au fin fond du Nord-Est. Et je me souviens l'avoir appelé et dire voilà, on est en train de faire un film sur les repentistes de São Paulo. Le film était, à l'époque, on finissait le montage, et figurez-vous que ce monsieur habitait à l'époque, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, mais dans un village sans électricité. Et donc, lui envoyer une cassette vidéo, c'était un truc complètement impensable. Enfin, il ne pouvait pas voir le film. Et donc, on lui a raconté le film. On lui a raconté le film au téléphone en disant, voilà, c'est surtout des imbolados, des repentistes, et c'est dans la ville de São Paulo, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures et tout, et le film, c'est, on demande aux imbolados et aux repentistes de nous raconter São Paulo. Et il a dit, bon, alors c'est quoi le titre du film? Et il a dit, bon, Saudade do Futuro. Il a dit, ah, mais ça ne veut rien dire, Saudade do Futuro, mais bon, une commande est une commande, donc je l'honorerai. Donc c'était intéressant de voir aussi que ce monsieur savait très bien ce que c'était que, voilà, une commande, commission, comme on dit. Et il nous a fait cette très belle xylogravure. Voilà. Justement sur ces livrets, ces petits feuillets en général qui font 8, 16, enfin c'est un type de 8 pages, ce qui est intéressant, c'est que ce sont donc des transcriptions de création orale. C'est-à-dire qu'en général, ils vont, quand ils font des vers, il y en a quelques-uns, même les embolados, ils vont voir des gens qui savent, comment ça s'appelle, non, j'ai un trou, on en a à Paris aussi, des gens qui écrivains publics. Voilà, les écrivains publics, en disant voilà, je vais te raconter mes vers, vas-y, écris. Alors bien sûr, maintenant c'est avec des imprimantes, laser et tout, à São Paulo, mais ils demandent quand même aux graveurs de faire les illustrations. Et ça se vend toujours sur des cordes à linge, avec des pinces à linge sur les marchés. Voilà, ça c'est toujours vrai. C'est quand même très différent parce que c'est pas aussi satirique, c'est pas. Ah non, détournez-vous. C'est narration. Moi j'ai été voir Borges, j'ai eu une collection de Cordel, mais c'est pas comme ça dans les duels et dans la joute. C'est deux littératures différentes, le Cordel et la... je pense que le Cordel, c'est une fixation. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le Cordel, encore une fois, la création, le Cordel authentique, la création, elle se fait oralement. Le poète, il est dans l'oralité. Mais il n'y a pas cette dualité, ce duel. Non, bien sûr que non. C'est deux littératures orales différentes.
Oui, bien sûr. Mais nous, on est Bien fixé sûr. sur papier. En fait, ce qui est intéressant en vous entendant parler, c'est que c'est le même processus qui a eu lieu il y a 2500 ans, lorsque les mythes de la Grèce antique ont été retranscrits. Et c'est devenu des tragédies. Sophocle ou Euripide ont retranscrit, et c'est comme ça qu'ils nous ont été transmis. Et ce changement-là, qui a eu lieu en 2500 ans en Grèce et qui nous constitue, nous, en Occident, c'est ça qui est formidable au Brésil. On a vu il y a 2 ans un autre film qui était très évocateur et qui captait cette condensation historique. Ce qui est formidable, c'est exactement ce processus qui a lieu encore maintenant, et le voir de visu, c'est une expérience absolument fantastique que vous avez su retranscrire, en tout cas par les images. Oui, et il y a un avantage ici, le grand avantage quand même avec le film. La différence quand vous êtes français ou malgache ou peu importe, vous allez sur une place du nord-est du Brésil ou à São Paulo écouter, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de super qui est en train de se passer, sauf que là vous avez la traduction quand même si elle est limitée et même si elle n'est que partielle. Ça vous donne quand même une idée de quoi on parle, alors que bon, quand on est là, on ne parle pas forcément la langue, on n'a pas forcement tout ce plaisir de la langue qui est quand même très. Mais on le sent, fort, même si on ne le comprend pas. Bien. Oui, moi je voudrais rajouter une chose, c'est que cette littérature de Cordel s'appelle aussi la littérature de colporteur. Absolument. C'est-à-dire que ça avait cette fonction de colporter, pas seulement, parce qu'il colportait aussi des petites choses pour les travaux d'église, des dames, et plein de choses, c'est ça, mais aussi les nouvelles. Absolument. Donc c'était des facteurs de nouvelles. Hein, et on a vécu ça en France, à la au 16e, 17e à l'aide de village en village. Donc C'est cette fonction était de transmetteur. Et de commentateurs aussi de l'actualité. C'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand Limbolado, il y en a certains qui sont très très bons, qui sont très forts, qui parlent de politique, par exemple. Alors, nous, bien sûr, dans un film d'1 heure et demie, vous ne pouvez pas tout mettre, et nous, on avait choisi de faire le portrait de la ville. Donc, bien sûr, ça limite, c'est-à-dire qu'on a choisi les vers qui parlent de la ville, qui racontent la ville, etc. Mais ça peut être très très vaste. Nous, je me souviens à l'époque, c'était après la première guerre du Golfe, donc il y avait le Saddam Hussein partout, dans plein de vers, etc. On ne l'a pas forcément regardé, mais en tout cas c'est là dans les rushs quelque part. Il y a un autre aspect, parce que là on parle beaucoup effectivement de cette joute, de cette tradition qui s'est transmise jusqu'à aujourd'hui. Il y a une autre chose quand même qui est intéressante par rapport à la société brésilienne et à São Paulo, c'est aussi cette idée de mouvement vers l'avant. C'est pas pour rien qu'on a appelé ce film Saudade do Futuro. Il y a un vers dans ce film qui vraiment aujourd'hui ça me laisse complètement perplexe et sans voix, c'est que quand on a tourné sur cette place ce repentiste qui dit « Je rêve qu'un jour le Brésil paye toute sa dette et que cette petite fille… » Ça, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, quand on a tourné ça, c'est donc en 99, il y a 15 ans, c'est pas il y a un siècle, il y a 15 ans, le Brésil était effectivement un pays très endetté. Aujourd'hui, 2014, on parle ici dans cette salle, le Brésil a entièrement payé sa dette et le Brésil est en train de prêter de l'argent à la Banque mondiale. Donc, quand j'écoute ce poète, je me dis, mais c'est quand même fou. C'est pas seulement des visionnaires, c'est aussi ce pays qui est effectivement tourné vers l'avenir, qui a une foi absolue dans ce qui va arriver. Et ça, c'est quelque chose... bon, moi, je viens d'une culture, moi je ne suis pas brésilienne, malgré l'apparence. Je viens d'une culture où on regarde plutôt le passé. On est... en Europe aussi, on a la sensation que hier c'était forcément mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Au Brésil, c'est exactement l'inverse. Et donc c'est intéressant
de voir ça. Je crois que vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé dans les rues de São Paulo. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la jeunesse brésilienne est très étonnant. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, des revendications sociales, justement, qui sont... ils font quelque chose que partout dans le monde, on serait en droit de réclamer, quoi, hein. Meilleure école, meilleurs soins de santé, meilleur transport public, enfin... Ils ne demandent pas des choses complètement aberrantes, hein. Ils demandent des choses tout à fait légitimes. Et c'est intéressant aussi de voir comment ça se passe, c'est-à-dire qu'ils s'organisent sur les réseaux sociaux, etc. Et que finalement, le monde politique doit les rattraper. Doit les rattraper parce qu'on ne sait pas très bien avec qui négocier. Enfin, c'est assez compliqué à gérer cette nouvelle... crise. Moi, je trouve aussi, par rapport à ces chanteurs, que les chanteurs, je dirais, les nouvelles générations de chanteurs, depuis la musique populaire brésilienne, la MPB, sont complètement imprégnés de ça. Donc il y a une transmission aussi de génération en génération, il y a une espèce de famille de chanteurs. Et ça se sent. Là aussi passe une tendresse. Ils ont une reconnaissance fabuleuse par rapport aux anciens qui ont transmis ça. Bien, alors, oui. Ce sera la dernière question, puisque hélas, on nous attend pour le petit buffet qui est préparé en bas. Monsieur. Oui, bonsoir. Merci Marie-Clémence pour... Enfin j'ai vu ce film brésilien, parce que moi je suis malgache et j'ai vu beaucoup de films plutôt malgaches. Très touché par le côté poétique toujours, et en même temps, effectivement, j'ai entendu parler que Sao Paulo c'est vraiment une ville pas charmante du tout. Et on a bien les mix là. J'étais très touché aussi par les sous-titrages où en fait il y a beaucoup de rimes. En même temps, j'écoutais, j'entendais pas le riz en brésilien. Et cette langue m'attire, je sais pas pourquoi. Donc je vais faire un clin d'œil. J'ai vu, je crois, la personne qu'il fallait voir. Ce personnage, il me semble que c'est le milliardaire qui a voulu... Bravo, oui. Alors, qui s'appelle? Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faut donner le nom. Voilà. Qui était-ce? Je sais qui c'est. Hein? Non. Allez, une autre chance. Il y avait une histoire avec la milliardaire. Voilà, bravo. Oui, la milliardaire, on chauffe, vous chauffez. Qu'est-ce que c'était? C'était... C'est le milliardaire qui est dans la Oui, galerie. c'était l'intrus. Qui était l'intrus? L'intrus, c'est... C'est François-Marie Bagné. François-Marie Bagné. Photographe. Madame Bettencourt. Voilà. Voilà, mais c'était bien avant qu'il soit assez connu. Mais on voit bien quand même. Alors, juste une question dernière. Alors, du coup, vous avez pu vraiment rentrer facilement partout parce qu'on voit qu'il y a... Je ne sais pas si c'est des réceptions de ministres. On va chez des gens, des artistes a priori magnifiques. Comment ça a été? On rentre comme ça facilement? Il y a quand même un peu de censure, je sais pas. Non, c'est une bonne question. C'était plus... en fait, on a plus eu un problème d'excès que d'un problème de manque, comme beaucoup de choses au Brésil et en Amérique aussi. C'est-à-dire qu'on savait qu'on voulait montrer une São Paulo nordestine. Et surtout, quand même, le but du jeu, l'idée de ce film, avant tout, c'était de faire un portrait de cette ville. Et je me souviens, on avait été voir un urbaniste à l'université de São Paulo et on avait posé cette question très naïve. Est-ce qu'il y a un endroit à São Paulo d'où on peut voir toute la ville? Et le gars nous avait regardé, il m'a dit, mais absolument pas. Le seul endroit d'où vous pouvez avoir une vision globale de cette ville, c'est une image satellite. Et là, parce qu'il n'y a pas de point suffisamment élevé où vous pouvez avoir d'un seul coup d'œil la totalité de la ville. Et quand vous regardez une image satellite, ce qu'on a fait, vous vous apercevez que vous avez une immense tache noire ou bleue sur fond vert, parce que bon, ils font des analyses photographiques, et donc en fait là vous apercevez que vous voyez rien du tout, vous voyez juste une grosse tache. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de
de faire un portrait de cette ville à travers des trajets, des parcours dans la ville. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de taxis, de gens à pied, de gens en bus, etc. Et à travers toutes les couches, c'est-à-dire que São Paulo, c'est du haut des hélicoptères jusqu'au sous-sol du métro, des tunnels, et aussi dans la société brésilienne, parce qu'il n'y a pas que des enfants des rues à São Paulo. Il y a aussi des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ne voyagent qu'en hélicoptère. Ça existe, ça. Alors, on a vu, oui. C'est ça qui est intéressant de votre film, vous faites une mosaïque, Voilà. vous recréez la mosaïque un peu de cette ville tentaculaire, aussi fascinante. Et c'est vrai que bon, ça c'était une partie très importante. On voulait montrer que les nordestins n'étaient pas forcément, même si le cliché au Brésil, c'est que tous les concierges et toutes les femmes de ménage sont nordestins, donc il y a quand même une femme de ménage dans le film, c'était important de quand même cocher la case cliché un petit peu, mais on voulait vraiment montrer qu'il y avait aussi des galeristes, il y avait des journalistes, des femmes politiques, des gens très importants qui venaient, qui avaient migré dans cette ville et qui étaient venus du nord-est. C'était très important de montrer aussi cet aspect-là de la ville qui est assez peu connu en Europe quand même. C'est-à-dire comme ça, on est très surpris aujourd'hui de voir la place du Brésil qui a dépassé l'Angleterre en matière économique là depuis quelques années. Ça talonne le troisième, enfin c'est un pays qui avance très vite. Hein. En tout cas, vous l'avez bien retranscrit, vous l'avez bien anticipé même. Je vous remercie, Marie-Clémence Paes. Je suis en bas, de toute façon, là. Oui, je en reste bas, avec donc vous, je vais pour tout simplement continuer vous la rappeler. conversation. Oui, bien sûr, vous restez avec nous. Il y a un buffet qui nous attend, mais avant... Vocês querem que nós cante falando na inflação, no desemprego, a diferença que tem o pobre e o rico, a mulher bonita, a mulher feia, ou querem que eu cante um desafio de